Turner naît à Londres en 1775. Il est fils unique. Son père tient une échoppe de barbier et perruquier. Les parents Turner exposent ses dessins d'enfants, dont les portraits des clients, en vitrine, puis ses premiers tableaux. Ils les vendent parfois. Un client architecte s'intéresse à lui et l'emploie à 14 ans dans son cabinet. Turner dessine alors les projets, les jardins, le mobilier, etc. En parallèle, il entre en apprentissage auprès de Thomas Malton, peintre et graveur spécialisé dans la représentation réaliste de l'architecture anglaise. Il y a un essor des livres d'images. On veut connaître et admirer les territoires de l'Empire, les merveilles du monde. Malton s'en fait le maître incontesté. Il s'attache à son élève et le pousse à tenter le concours d'entrée à la Royal Academy. Turner réussit du premier coup en 1791. 5 ans plus tard, il expose au Salon, et ce jusqu'à sa mort. John Mallard William Turner, c'est 60 ans d'activité, une grosse évolution dans son style et sa technique comparable à certains artistes du XXe siècle. C'est un cas particulier et par bien des aspects désarmant. Évidemment, avec lui, on pense à la peinture, et pourtant, c'est par le dessin qu'il se fait une réputation. Avec le développement du tourisme, les jeunes hommes anglais de bonne famille voyagent à travers l'Europe et découvrent le monde. Turner va beaucoup voyager dans sa vie, en France, en Italie, en Suisse, mais aussi en Écosse, que les romans de Walter Scott dépeignent avec grand succès. D'une manière générale, Turner aime se rendre sur des lieux réfléchis. Il ne se balade pas au hasard dans la nature, pas du tout. Il va là où il veut dessiner, ou nourrir son inspiration. Il se fait un second salaire en vendant ses dessins aux guides de voyage. Il gagne ainsi une belle popularité dès ses débuts dans la vie active. On le connaît à ce moment-là pour ses dessins. D'ailleurs, Turner illustre les livres de Sir Walter Scott et de Lord Byron, deux auteurs très en vue. On peut ainsi mesurer son succès précoce et sa personnalité dans son refus de participer aux expéditions qu'organisent les Anglais en Grèce, dans le seul but de piller tout ce qu'ils peuvent officieusement. Les tarifs exigés par Turner sont si élevés que finalement il ne fera pas partie de ces expéditions-là. On souligne souvent l'importance de la copie, de l'apprentissage, la difficulté que Turner a à trouver son style. Il met très longtemps avant d'y arriver. En fait, Turner évite de copier. Il cherche à capter le style du peintre modèle. Et ses œuvres d'étudiant s'inspirent d'autres œuvres et sont complémentaires. Exactement comme le faisait le peintre Le Lorrain, Claude Gelée, alias Le Lorrain. Il peignait toujours ses toiles deux par deux pour aller ensemble, se compléter ou s'opposer, dotés d'une même ligne d'horizon, et souvent on y trouve des indices sur le commanditaire des œuvres. Quand il fait plusieurs fois la même, il y a des détails qui changent. Il choisit des thèmes doux et apaisants, où tout n'est qu'équilibre et symétrie. Il fixe le point de fuite à côté du soleil, la source de lumière est légèrement excentrée pour créer la profondeur. Comme le fait André Le Nôtre avec le Grand Canal à Versailles, il élargit pour donner l'illusion qu'il reste parfaitement droit et qu'il est bien plus long qu'il ne l'est déjà. Et le jeune Turner retient bien les leçons du Lorrain, et il pousse à l'extrême cette technique dont il tombe éperdument amoureux. Le Lorrain, on le sait de source sûre, est son peintre préféré. Il a pu le découvrir à Londres d'abord, puis à Paris au Louvre, où il se rend en 1802. Il y admire Watteau, Raphaël et Poussin. Bizarrement, il parle pas vraiment de Léonard de Vinci, ça devait pas l'intéresser plus que ça. Il choisit de venir en France pile quand la Grande-Bretagne et l'Empire font la paix, très courte, 14 mois. Il revient plus tard en France dans les années 1830 quand, à nouveau, la situation politique le permet, donc on voit bien que Turner n'est pas du tout un aventurier, contrairement à la légende qui peut y avoir autour de lui. Bref. Le Lorrain et Turner ont aussi en commun d'être de très très grands dessinateurs. C'est vraiment tout bonnement magnifique. Ça vaut vraiment le coup de consulter les carnets de Turner. C'est une production qu'on n'expose pas normalement, étant donné la nature même de ses dessins.
Ses débuts en matière de peinture vont un peu dans tous les sens, il cherche visiblement pas à être reconnu pour une catégorie particulière. Néanmoins, on trouve déjà des choses assez folles. Il force la réalité dans un proto-romantisme assez surprenant. Turner est une véritable énigme dans l'histoire de l'art. Là, je pense à La pêche en mer de 1796 et à La tempête de neige attaquant Hannibal en 1812. Il y a une constante dans ces tableaux-là, c'est l'homogénéité. Il crée pas de trop forts contrastes, il va y aller progressivement. Et il garde donc quand même un pied au XVIIIe siècle, même si c'est déjà assez foufou, on va dire. À partir des années 1810-1820, sa lumière devient aveuglante. La majorité de ses toiles utilisent cet effet extraordinaire, un effet accru par l'utilisation du flou. Il aime à représenter de grandes distances pour jouer avec les nuages, et donc la lumière qui va détruire un peu notre regard. On trouvait déjà un peu ça chez Vermeer, qui montrait le monde tel que les yeux peuvent le voir. Bon, on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en histoire de l'art pour voir que ça se passe dans le ciel, dans les nuages, dans ces tableaux-là, et même d'une manière générale, on n'a pas besoin d'un doctorat en histoire de l'art. Aussi, ces peintures italiennes me semblent particulièrement illustrer ça, ce phénomène-là. Il va pour son propre plaisir à Rome voir Raphaël, et peut-être aussi sur les traces du Lorrain. Il voyage de 1818 à 1819 et c'est là qu'il commence à faire des choses assez étranges. On lui reproche de s'intéresser plus aux choses éphémères qu'aux paysages qu'il dépeint. L'eau, les nuages, leurs contours se brouillent, le liquide et le vaporeux s'entremêlent de façon vraiment osée, sa peinture explose la perspective. Lui, professeur de perspective à l'académie, justement, il laisse les visiteurs du salon assez circonspects face à ces erreurs de construction. Les lignes de fuite ne se rejoignent pas. On comprend pas ce qu'il veut faire, et comme lui ne l'explique pas, on est bien embêté. Il va encore plus loin avec ses aquarelles. Ce sont des études, suppose-t-on. Il ne les destine pas au public en tout cas. Il dilue complètement la ville de Venise dans une tonalité de bleu, celle des nuages, le bleu de la Méditerranée, le ciel, ou alors il nous montre la ville noyée dans le jaune du soleil se levant péniblement à l'horizon. Il rend cela possible en jouant avec la perspective. Il éloigne les bâtiments. Encore ce travail sur la perspective, ça vire à l'obsession. Il commence alors ces fameux color beginning,
Comme il ne trie pas sa production, ses dessins, ses aquarelles, on suppose que c'est à peu près à cette période-là qu'il commence à faire ça. Il accumule tout indistinctement, c'est difficile de savoir en fait s'il se satisfait de son travail ou si ce sont juste des essais ratés ou une vraie recherche en vue de progresser dans sa peinture ou décidément il a du mal. Aucune idée. On reste sans voix face à tant d'audace et même limite d'anachronisme. Turner bascule dans des images où la profondeur semble insondable. Ce fond sans limite, il l'obtient par la superposition de couches sombres et claires. Avec la transparence, l'une se perd dans l'autre. Il réalise ainsi des dégradés très subtils en insistant plus ou moins sur la couche claire ou la couche sombre. Certains affirment que son soudain revirement lui viendrait des étranges couchers de soleil de l'année 1816, l'année sans été. L'éruption volcanique du mont Tambora dans l'actuelle Indonésie affecte le climat mondial. L'atmosphère est polluée pendant une vingtaine d'années, causant une baisse générale de température d'environ 1 degré. Cette interprétation me paraît un peu douteuse, mais ce serait une erreur de ne pas la signaler. On voit combien la lumière le travaille depuis déjà bien longtemps avant ce fameux été-là. Le parcours de Turner se veut assez paradoxal, il va à l'encontre des règles classiques qu'il enseigne à ses élèves en sa qualité d'enseignant dans la plus prestigieuse école du royaume, et nous n'avons pas de trace d'une quelconque révolte contre l'académisme, ni d'une réflexion personnelle sur sa démarche. Au contraire, on sait combien il estime son rôle, et bien qu'il prenne ses distances en vieillissant, il ne cesse pas d'exposer au salon annuel de l'Académie. Il a dû se dégoûter de la peinture académique et se dire qu'il voulait pas faire ça. Pourquoi ne pas peindre ce qui lui plaît ? Tout simplement, l'indépendance financière il l'a depuis un moment, la reconnaissance aussi, même si ce n'est pas forcément pour sa peinture. Pourquoi ne pas se lancer dans quelque chose de plus personnel ? Sa démarche n'est pas normale dans le sens où ce n'est pas la norme, il est romantique avant les romantiques on pourrait dire. J'aime pas trop cette vision téléologique des choses, mais c'est la manière la plus parlante de souligner l'évolution de son style. Par contre, affirmer que tout à coup il se met à devenir un grand héros romantique et qui trafique ses petites aquarelles révolutionnaires en secret, histoire de la mettre à l'envers à ses soi-disant ennemis, c'est simplement ridicule, et c'est aussi porter un jugement de valeur, a posteriori qui plus est. Turner ne pouvait naturellement pas faire ça. D'ailleurs, en parallèle, il continue ses dessins hyper précis, ses encres et ses gravures très soucieux du détail et du réalisme des paysages et des architectures représentées. Turner peint beaucoup de marine, il se passionne pour les navires de guerre et les tempêtes. Bien sûr, l'eau et le ciel peuvent s'y ébattre en toute logique, mais en fin de compte, il affectionne surtout les paysages. C'est la plus grosse part de sa production. On lui connaît seulement 2 autoportraits, et quasiment aucun portrait. Il lui arrive toutefois de peindre des amis dans ses toiles en forme de private joke. Les gens ne semblent pas trop l'intéresser, ils représentent surtout des silhouettes, des personnages indéfinis, ils servent à donner une échelle, un repère, ils montrent l'humanité et non une personne particulière. Et peut-être aussi ne veut-il pas dépendre de la commande d'un bourgeois ou d'un noble, le contraignant à peindre par nécessité et non par envie, d'où l'importance pour lui d'avoir sa propre galerie. On peut venir en permanence consulter ses œuvres et les acheter, il fallait être très sûr de soi pour inverser de la sorte le rapport de force avec les amateurs d'art. Il dit voilà je vous propose ça, et non voilà je suis à votre disposition. Sa galerie personnelle est tenue par son père, qui en outre joue le rôle d'assistant. Il vit avec son fils pendant 30 ans, de 1799 à 1829, date de son décès. À partir de là, Turner devient dépressif et se replie sur lui-même et il se coupe du monde progressivement. Il ferme sa galerie d'art au public, il vit quasiment seul,
Il n'a jamais été marié et n'a jamais souhaité avoir le moindre contact avec ses 2 filles illégitimes qu'il n'a pas reconnues. Il finit cependant ses jours en concubinage avec sa femme de chambre, veuve de son état. Ils vivent 18 ans ensemble. La longue dernière période de sa vie, c'est celle dont on se souvient le plus, c'est la plus incroyable. On n'avait encore jamais vu ça. Peut-on dire que c'est de l'abstrait? Pour lui, non. Ce sont juste des études de lumière. Notre vision du XXIe siècle nous fait voir ça sous l'angle de l'abstraction. Mais à ce moment-là, ce n'est même pas concevable. La lumière, pour lui, incarne la puissance divine et la grandeur de la nature, où les hommes ne sont que de passage. Petit à petit, les humains disparaissent de ces tableaux, et les reproductions rendent compte d'images impressionnantes, intangibles, et quand on voit un tableau de Turner en vrai, d'abord on est soufflé par la puissance de ces images qu'il nous donne à voir, mais il arrive quand même un moment où on peut être un peu déçu, parce que c'est toujours la même beauté irréelle. Ce ne sont pas des grands formats, et après les abstraits du XXe siècle, c'est difficile de se contenter de ça, mais c'est le premier à créer ce genre de surface émiettée avec des couches assez fines de peinture et plein de petites aspérités qui sont en fait la toile elle-même à travers la couleur. Donc, un conseil, il ne faut pas faire une grande rétrospective de Turner, sinon on va se lasser. Vaut mieux voir quelques tableaux par-ci par-là pour bien mesurer leur impact, leur puissance. Bien qu'on tombe dans l'abstraction et les formes indistinctes, il persiste à donner des titres assez précis à ces tableaux, dont pas mal de références mythologiques ou bibliques. Il reste assez surprenant de voir qu'à côté de ces toiles les plus révolutionnaires et subjectives, il continue de peindre des petites scènes tout à fait objectives, elles, et en plus de ça, particulièrement virtuoses. La grande nouveauté de Turner, c'est d'investir le spectateur du tableau dans son ressenti, sa subjectivité, sa vision du monde. On pourrait mettre ça en parallèle avec Beethoven, son contemporain, c'est un peu la même démarche. On est en plein romantisme, l'homme face au monde, comme si on le voyait pour la première fois, un monde de lumière. Et la critique ne s'en satisfait pas forcément beaucoup. On parle de vision enfantine, ou de tâches colorées sans signification. On lui fait les mêmes reproches qu'aujourd'hui encore on adresse à l'art contemporain, alors que Turner, tout le monde maintenant est plus ou moins d'accord sur ses qualités. Alors ce jugement concernant les tâches colorées sans signification, ça vient de sa façon de trouver l'inspiration. Il semblerait qu'à ce moment-là, il aime particulièrement peindre à partir de tâches. Il les met ensuite en forme, il organise l'espace en partant du hasard, il se nourrit d'une part d'aléatoire pour créer un mouvement original. Tout cela devient possible grâce à une suprême maîtrise de la couleur, du dégradé surtout, et il arrive à un tel degré d'efficacité qu'il peut, en à peine quelques heures, selon les aléas de son inspiration, commencer et achever une toile parfaitement aboutie. Une part de son succès auprès du public vient de là. Il s'illustre annuellement au Salon de l'Académie. Les peintres peuvent venir voir où ils seront accrochés et peuvent éventuellement retoucher leurs œuvres. Eh bien Turner, il y va carrément, il arrive avec des toiles vides et il les peint parfois même pendant le vernissage. Ça participe à la légende d'un personnage excentrique, on vient voir l'abstraction et on se rend compte du savoir-faire de ce vieux fou. À sa mort, sa fortune doit, selon sa volonté, servir à fonder un endroit où des artistes dans le besoin pourraient s'installer et y exposer en dehors du système académique. Voilà une idée inconcevable jusque-là, mais son cousin récupère plutôt l'héritage, l'art, tout ça, ça l'intéresse pas trop, lui, et l'Académie royale s'attribue quant à elle la collection personnelle du peintre et prévoit de bâtir un musée spécialement pour l'exposer, projet qui n'aboutira jamais pour cause de corruption. C'est intéressant, comme ce peintre part de rien, c'est un fils d'artisan, il s'installe dans les plus hautes sphères et il échappe à tout contrôle. Aucun peintre ne le suit de son vivant. Delacroix ou Friedrich, c'est bien après lui, et il faut attendre une vingtaine d'années après sa mort pour que les impressionnistes lui redonnent sa place au sommet de l'art occidental.